Place à 20h, le rattrapage, l'heure de découvrir ou redécouvrir l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Une invitée pour nous accompagner ce soir, il s'agit d'Anne-Marie Roux, maire d'Izon. Bonsoir et merci de votre présence. Alors vous faites partie des maires de Gironde qui ont participé au grand débat, c'était il y a quelques semaines. À Bordeaux, vous posiez une question à Emmanuel Macron. Quelques jours après ces annonces, est-ce que le chef de l'État vous a convaincu ? Sur sa réponse ? Sur sa réponse et plutôt sur ses annonces en règle générale. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu du moins ? Alors, sur ma question précisément, je n'ai pas de réponse précisément dans l'annonce des réformes. Mais j'espère et j'ai espoir effectivement qu'on pourra avancer puisque j'ai trouvé un président de la République très au fait des questions et qui avait travaillé ces sujets. Et j'ai bon espoir que lors du pacte territorial, on pourra peut-être encore avancer. Alors on va aborder tout au long de l'émission effectivement l'une des questions que vous aviez posées, mais tout d'abord je vous propose de découvrir les réactions aux mesures phares annoncées par le chef de l'État, la hausse des petites retraites ou bien encore un sujet qui concerne particulièrement les maires, la fermeture des écoles. On regarde et on en parle juste après. Parmi les annonces faites par le président de la République, il y a notamment l'école qui doit rester au cœur de l'éducation. Ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux ni d'écoles, sans l'accord du maire. Mais de pouvoir, dans toutes les écoles de la République, de la grande section de maternelle au CE1, avoir des classes à taille humaine, c'est-à-dire qui ne dépassent jamais 24 élèves. Mais comme 63% des Français, cette professeure des écoles n'a pas été convaincue par le chef de l'État. 10 000 postes d'enseignants seraient nécessaires pour couvrir les annonces présidentielles. Les annonces telles qu'elles sont données là, elles ne pourraient être crédibles que si elles s'assortissaient notamment d'un collectif budgétaire pour augmenter les postes dès la rentrée prochaine et d'une augmentation importante du nombre de professeurs d'école recrutés. Sur le volet très sensible du pouvoir d'achat et en particulier pour les retraités, le président Macron a suivi une doléance exprimée avant le grand débat. Au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Malgré tout, la confiance n'est plus là. Le doute s'installe aussi sur une retraite minimale à 1 000 €. C'est insuffisant et en plus c'est aléatoire. Parce que moi, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fera demain. Voilà, la confiance qui n'est plus là. Anne-Marie Roux, sur cette question notamment de fermeture d'école impossible sans l'accord du maire, est-ce que justement ça vous semble possible ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Je pense qu'on peut écouter les maires et les maires ont leur mot à dire sur la vie de leur village et la tenue d'une école. Ensuite, il faut effectivement observer de manière plus large pourquoi on arriverait à la fermeture d'une école. Si on arrive à la fermeture d'une école, c'est qu'il n'y a plus d'enfants. S'il n'y a plus d'enfants, c'est qu'il n'y a plus de population. Et pourquoi n'y a-t-il plus de population ? Ou alors par souci d'économie, c'est ce que disait aussi cette institutrice ou cette responsable syndicale, peut-être ne plus faire d'économie sur les écoles. J'ai cru comprendre que cette personne était plutôt inquiète sur la capacité, effectivement, à maintenir ces différentes classes et et surtout pour accompagner les écoles qui ont besoin de réduire leurs effectifs dans les classes et la nécessité d'ouvrir d'autres postes d'enseignants. J'ai plutôt compris que c'était ce problème. Alors le 1er mai était une journée test pour la mobilisation syndicale et celle des Gilets jaunes. Des rassemblements ont eu lieu dans la région. Pensez-vous, comme 74% des Français d'ailleurs, que les annonces d'Emmanuel Macron ne permettront pas d'en finir avec le mouvement des Gilets jaunes ? J'avoue que je ne comprends pas toujours le mouvement Gilets jaunes, même si je comprends. Et son expression, il y avait besoin, je crois que la population avait besoin de s'exprimer sur certains mécontentements. C'est compris. Maintenant, doivent-ils continuer ? C'est ce que vous dites en fait. Maintenant, je me pose la question parce que, à un moment donné, le président, me semble-t-il, dit « je comprends ». On n'avait peut-être pas tout compris, voilà, ou tout entendu. Il me semble qu'il a fait son tour de France qui a été formateur pour lui.
Maintenant, il faut laisser le temps aux réformes de se mettre en place. Aujourd'hui, il me semble qu'il annonce plusieurs axes en fait de réformes qui répondent à ce qui a été un tant soit peu, ou en tout cas exprimé. Maintenant, il faut qu'elles se mettent en place. Il faut aussi être patient. C'est un jeune président. Il nous annonce des échéances peut-être un peu courtes, mais c'est aussi son rôle de mettre des échéances courtes pour qu'ensuite tout le monde se mette au travail. Alors revenons sur les particularités de votre commune, Izon, dans le Libournais. En 20 ans, sa population a plus que doublé, en passant de 2500 à 6000 habitants. Et vous avez donc une obligation de logements sociaux. C'était justement l'une des questions que vous aviez posées au président de la République, puisque vous devez payer des pénalités de retard en matière de construction, 160 000 € l'an passé. Alors avant d'en parler, je vous propose de partir du côté de Saint-Thirier-sur-Charente, près d'Angoulême, où 53 pavillons individuels, dont des logements sociaux, viennent de sortir de terre. Un lotissement à leur définition. 53 pavillons individuels qui ont trouvé preneur très rapidement. Du locatif partagé entre bailleurs publics et privés. Il y a longtemps qu'on cherchait quelque chose où on soit tranquille. Moi, pratiquement toute ma vie, j'ai été en HLM. Donc forcément, ici, c'est bonheur, quoi. Ici, 24 maisons sont détenues par l'Office public de l'habitat de Langoumois. En matière de standards, la construction des logements sociaux a énormément évolué. Là, c'est des maisons qui sont bioclimatiques, avec les normes RT 2012. Il y a ces pompes à chaleur et il y a chauffage au sol en bas comme en haut. Et les factures, oui, c'est vraiment, au niveau économie, c'est vraiment très économique. En marge de ces avancées techniques, le bailleur public confirme que la tendance n'est plus vraiment au logement collectif. Pour 3800 logements, on a 90% à peu près de collectifs et que la demande aujourd'hui s'oriente plutôt sur du pavillon. Donc là, on est sur du pavillon, mais en habitat groupé avec des petites parcelles. La surface des pavillons va du type 2 au type 4. Dans ce programme immobilier, la présence de logements sociaux n'a pas freiné la trentaine d'investisseurs privés. On a livré ça ce mois-ci, elles sont toutes louées. Donc, et il y a une très forte demande. Et vous pouvez vous en enquérir auprès de l'OPH et vous allez voir qu'ils ont loué la totalité. Et nous, on n'a aucun problème. Quand vous faites de la qualité, les gens respectent cette qualité. Pour la construction de l'habitat social, c'est la commune de Saint-Thirieix qui a cédé une partie du terrain. Dans ce projet, la mairie avait 2 objectifs. Le premier, c'est de sortir tous les ans sur la commune un nombre de logements locatifs conséquents, donc entre le locatif public et le locatif privé. Ça, c'est dans l'objectif de garder une population jeune et un renouvellement de population. Plus qu'une augmentation, c'est un renouvellement de population, et donc garder des enfants dans nos écoles. Le second objectif concerne la mixité sociale. Ce programme permettra de se mettre un peu plus en conformité avec la loi SRU qui impose aux communes un minimum de 20% de logements sociaux. Anne-Marie Roux, cette question justement de mixité sociale, est-ce qu'elle est facilement atteignable pour une petite commune comme la vôtre ? Elle est difficilement atteignable pour une commune comme la nôtre qui perçoit une attractivité très très forte aux abords de la métropole, plus le développement on fait sur la 89 en allant vers Libourne. Donc c'est difficile, ça va extrêmement vite et ça va d'autant plus vite depuis que nous avons la possibilité de parceller. Et donc, la commune a beaucoup moins de visibilité et n'a plus les moyens de temporaliser l'arrivée des habitants. C'est la difficulté de passer en quelques années, en fait, d'un village et puis à une ville, petite ville périurbaine, en fait, dans la banlieue bordelaise. Oui, c'est ça. Donc, on fait accueillir les habitants, ce n'est pas un problème en soi, sauf c'est l'équilibre ensuite, après, et les services, les infrastructures qu'il faut accompagner. Et quand la commune peut accompagner ces infrastructures, c'est-à-dire quand c'est elle qui décide d'ouvrir des espaces en fait à la construction, c'est un tant soit peu gérable. Quand il y a la parcellisation qui nous arrive alors qu'elle n'a pas été comprise ou considérée dans le cadre du PLU qui a été fait quelques années auparavant, eh bien c'est une difficulté pour la commune qui voit des constructions sans préalable et sans anticipation. Donc, il y a l'assainissement, enfin tous les réseaux d'électrification, les réseaux d'assainissement,
mais aussi, on parlait d'écoles tout à l'heure, il faut anticiper pour les écoles, et pas uniquement les écoles, parce qu'une fois que l'école primaire est terminée, il faut aller au collège, et on n'a pas toujours les capacités à accueillir tous ces enfants rapidement. Voilà une autre question au cœur des villes et villages, la question de l'emploi et du chômage. Si le taux de celui-ci n'évolue pas beaucoup, les offres d'emploi, elles se multiplient et ne trouvent souvent pas preneur. Selon la dernière étude de l'Observatoire de l'emploi, un projet de recrutement sur 2 en Nouvelle-Aquitaine est compliqué. Alors pour quelles raisons? Exemple, en Haute-Vienne. Des offres d'emploi comme celle-ci, on en trouve. Mais des candidats à ces emplois, on en cherche. 7000 en Limousin, avec des secteurs sous tension comme la vente, le service, le bâtiment ou la restauration. Un 5e cuisinier en CDI est recherché depuis 2 mois dans cette brasserie où l'esprit d'équipe est important. On essaie vraiment que ça soit donnant-donnant. Vu qu'ils nous donnent satisfaction, on essaie aussi de les récompenser au niveau emploi du temps, qu'ils puissent avoir une vie de famille, que ce ne soit pas forcément le cliché, on travaille dans la restauration, on n'a pas de vie à côté, quoi. C'est vraiment ça qu'on essaie de, justement, pour stabiliser le plus l'équipe et qu'on ne soit pas tous les 4 matins à chercher quelqu'un, quoi. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. À Pôle emploi, des conseillers entreprises ciblent particulièrement ces métiers sous tension, avec des ateliers et un accompagnement personnalisé. On va essayer de proposer des immersions, on va essayer aussi de la former sur place et on va se mettre d'accord avec le recruteur, lui dire qu'est-ce que vous attendez vraiment de la personne sur ce poste de travail. Et nous, derrière, on va amener la personne à monter en compétence là-dessus. Donc ça, c'est notre travail au quotidien. Les réseaux sociaux, premier réflexe des employeurs, donnent beaucoup de vues, mais là aussi peu de CV. Les jeunes se détournent des métiers à contrainte, un problème chronique qui interpelle les branches professionnelles. Nous, chefs d'entreprise, qui n'avons pas cette vision des choses, cette génération Y nous pose problème. Donc comment on interprète leur comportement et comment on se positionne par rapport à ces comportements? C'est un nouveau mode de formation, c'est un nouveau mode de gestion. Il faut se mettre en mode projet pour eux. Et quel est leur projet? Voilà, quelle est leur appétence à la formation, à la vie? C'est très très nouveau, innovateur pour nous aussi. Une situation qui pourrait évoluer en 2020 avec la réforme de l'orientation qui devient une compétence régionale. Anne-Marie Roux, vous réagissiez pendant ce reportage sur cette génération Y qui ne se dirige pas naturellement vers certains métiers. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ça a été précisé. En fait, ce sont essentiellement les métiers à contrainte qui sont encore les plus difficiles à pourvoir. La génération Y, j'aimerais bien qu'on lui laisse la possibilité de s'inscrire dans de nouveaux projets. Je pense qu'il faut avoir confiance avec la génération Y. Elle se projette effectivement dans la vie professionnelle de manière différente. Je suis plutôt de la génération où il faut travailler et le travail apporte de la reconnaissance. Aujourd'hui, nos jeunes ont un mode de vie différent parce qu'on leur a permis aussi de s'ouvrir vers d'autres horizons, de pouvoir construire leur vie professionnelle différemment. Je crois qu'il faut avoir confiance en notre jeunesse parce qu'il y a il y a un potentiel intéressant. Mais c'est vrai que dans la manière de les amener au travail il faut peut-être changer les choses. Voilà, il y a un code, un modèle à refaire. Voilà une bonne nouvelle, en tout cas pour les 628 salariés de la fonderie du Poitou. Après des mois de doute et d'incertitude, le rachat de l'entreprise est désormais officiel. C'est l'édito de la semaine. Il est signé Fabrice Bidot, rédacteur en chef de France 3 Poitou-Charentes. Les fonderies du Poitou à Ingrande sont sauvées. Depuis jeudi, la fonderie Fonte et la fonderie Alu appartiennent officiellement au groupe Liberty House, un groupe mondial propriété du milliardaire britannique d'origine indienne Sanjeev Gupta. Les 2 entreprises ont été rachetées pour seulement quelques dizaines de milliers d'euros. 620 emplois sont préservés, 110 postes sont supprimés, mais avec seulement une quinzaine de licenciements secs. Alors, après 6 mois de difficultés, voilà ce sous-traitant automobile sur une nouvelle voie. Le constructeur Renault s'est engagé à garantir les carnets de commandes pendant 4 ans
pour les culasses en aluminium et les carters en fonte qui sont produits. Le repreneur, le groupe Liberty, est en train de s'installer dans le paysage industriel français. Il a racheté la plus importante fonderie d'aluminium en Europe à Dunkerque et un fabricant de jantes à Châteauroux. Le groupe emploie aujourd'hui 14 000 personnes dans le monde et il veut devenir un acteur incontournable du marché automobile. Alors les salariés d'Ingrande, eux, veulent aujourd'hui y croire, mais il faut maintenant savoir comment le groupe Liberty va assurer la diversification de la production des fonderies, car le marché du diesel en France est en chute libre et il faut trouver de nouvelles pièces à fabriquer. Alors la région a promis d'investir 3 millions d'euros pour accompagner cette reconversion, mais il faut maintenant trouver de nouveaux débouchés. Allez, direction maintenant la Creuse avec une facture d'assainissement d'eau qui s'envole 2 à 3 fois supérieure que l'an passé. À Fursac, les habitants ne décolèrent pas. Un collectif a même décidé de ne pas payer la facture. Face à ces factures d'assainissement des eaux, cette habitante de Fursac ne décolère pas. Vous voyez l'année 2017 et l'année 2018, où le mètre cube d'eau usée est passé de 0,85, ici on le voit bien, à 2,10. Ce qui fait pour moi une augmentation de à peu près de 100 euros. Aujourd'hui, dans le bourg de Fursac, 45 autres habitants ont décidé de contester l'augmentation des factures d'assainissement qui, en fonction des foyers, ont doublé, voire même triplé en un an. Pour un foyer comme le mien avec 3 enfants à charge, ça fait du 315 euros la facture d'assainissement, ce qui est énorme parce qu'avant j'en avais pour 150 euros à l'année. Donc bon, avec l'état actuel des choses, vous pensez bien que 314 euros, ça pique un peu quand même. Pour la municipalité, cette augmentation d'1,25 € par mètre cube est nécessaire pour financer la modernisation de l'actuelle station d'épuration. Une station très vétuste d'une 50aine d'années qui ne remplit plus correctement sa fonction. L'abondance de ces eaux fait en sorte qu'elles ne traitent pas l'eau comme elles le devraient, et donc on va directement dans la Gartempe pour partie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour l'élu que je représente et la municipalité de manière générale. Donc, nécessité de refaire quelque chose qui soit aux normes, puisque c'est quelque chose qui nous a imposé par la police de l'eau, par les services du département, puisqu'on est suivi régulièrement, et on a mis en place ce projet comme on devait le faire. Voilà, c'est tout simplement notre rôle d'élu. À Fursac, le prix du mètre cube d'eau usée n'avait pas évolué durant 23 ans. L'augmentation a donc du mal à passer. Le collectif des habitants contestataires s'appuie désormais sur l'association France Assainissement afin d'envisager d'éventuelles actions en justice. Anne-Marie Roux, qu'auriez-vous fait à la place du maire de Fursac ? Difficile de répondre parce que je ne connais pas toute l'histoire. Je peux comprendre que pour les habitants, ce soit difficile. Une augmentation n'est jamais bien perçue. Même parfois quand il y a une explication, et elle l'est présentée ici, cette explication. Maintenant, moi je ne peux pas décider à la place de ces élus, mais on peut se demander pourquoi peut-être la station n'a pas été révisée depuis 50 ans. Cette décision de justice à présent attendue en Gironde, la relaxe de 2 châteaux poursuivis pour des épandages de pesticides aux abords d'une école du Blayais. Les enfants avaient été victimes de nausées et les associations de défense de l'environnement ont décidé de faire appel. 13h30, le tribunal correctionnel de Libourne prononce la relaxe des 2 châteaux poursuivis pour l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Le 5 mai 2014, 23 enfants et une institutrice avaient été intoxiqués, pris d'irritation des yeux et de la gorge et de maux de tête. Un jugement conforme aux réquisitions du procureur, faute de preuves. Il était pour nous assez évident que nos clients devaient être relaxés. Tout simplement parce qu'il n'y avait dans le dossier pas d'éléments qui permettent de fonder la poursuite. Et qui puisse dire qu'il y ait à un quelconque moment une infraction qui a été commise sur ces épandages. C'est un jugement très satisfaisant qui réjouit également mes clients. Il était difficile de pouvoir évaluer la vitesse des vents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, ils n'ont pas été poursuivis sur ces chefs d'infraction-là. Pour l'avocat de la Sépenceau, il y a eu d'autres déceptions au cours de la procédure, avec notamment le parquet qui voulait classer sans suite. Ce n'est pas la première. Il compte bien faire appel. Le débat juridique est passionnant, c'est la question des moyens appropriés pour éviter que le produit quitte la parcelle. Toute la discussion est sur les moyens appropriés. On va voir comment le TJ de Libourne a motivé sa décision sur ce terrain.
Comment est-ce qu'il a pu relaxer en considérant que des moyens appropriés avaient été utilisés alors qu'absolument aucun moyen n'avait été mis en place par les viticulteurs. Et Maître Ruffier d'ajouter, on ne va pas lâcher aujourd'hui, il s'agit de la santé de nos enfants. Anne-Marie Roux, oui, je vous vois réagir sur la santé des enfants. Vous êtes maire donc d'une petite commune en Gironde, là où il y a beaucoup de vignes. Est-ce que vous comprenez ces décisions ? Alors, je ne peux pas me permettre d'entrer dans ce débat juridique, je n'en connais pas suffisamment les contenants. Je retiens de cette affaire qu'au moins, elle nous fait avancer sur les protections et sur l'utilisation des produits qui sont nocifs pour notre santé, enfants et adultes. Mais ça fait très très longtemps que nous savons que nous utilisons des produits qui sont nocifs. Ensuite, c'est un petit peu plus difficile de raisonner l'économie sur ce point-là. Comment gérer nos déchets dans un avenir proche ? Les taxes d'enfouissement sont sur le point de fortement augmenter. Et en Lot-et-Garonne, la communauté de communes des Bastilles du Haut, Agenais-Périgord, a mis en place une redevance incitative qui se matérialise par un badge pour déposer les sacs noirs de poubelle. On regarde. L'art de jeter sa poubelle est en train de changer dans le nord du Lot-et-Garonne. Déjà depuis 2015, il n'y a plus de collecte à domicile. Et depuis ce début d'année, sur le territoire de la communauté de communes des Bastides du Haut Agenais-Périgord, il faut un badge bleu pour les sacs noirs de déchets non recyclables. Ce badge permet de comptabiliser le nombre de sacs jetés et d'établir une facture en fin d'année. Ça devrait tourner aux alentours de 180 ou 210 euros. En fonction, nous sommes deux, donc... À l'année ? À l'année, oui. À la place de l'ancienne taxe sur les ordures, c'est un forfait de 164 € pour 26 sacs, puis 1,87 € à chaque dépôt supplémentaire. Cette redevance incitative, qui devrait arriver en Dordogne d'ici un an, bouscule évidemment les habitudes. Aussi, il y a eu un long travail d'enquête et de dialogue en amont. Effectivement, certains vont payer plus cher et ils nous le disent, et ils sont venus à la communauté, les élus les rencontrent régulièrement. Alors, en revanche, on a une adhésion assez générale de la population parce que tout le monde comprend pourquoi on a mis en place ce système. Allez. Adhésion ou résignation, et un peu de courage aussi quand, comme Léa, on a du mal à se déplacer. Entre Villeréal et Montflanquin, le système est encore en phase de test, sans facture. Mais les résultats spectaculaires se font déjà ressentir. Quand on compare les résultats entre janvier 2018 et janvier 2019, c'est moins 50% d'odeurs ménagères et plus 40% d'efficacité du geste de tri. Ça, c'est notoire et c'est flagrant. Comme en Dordogne, les déchets sont enterrés en Lot-et-Garonne dans de gigantesques décharges. Or, le coût d'enfouissement va bientôt passer de 24 à 65 € la tonne. C'est la loi de transition énergétique qui le prévoit et c'est pour éviter ça. Pour éviter qu'on ait ces casiers qui se remplissent à une vitesse grand V et où on voit des choses qui sont ici, dans cet énorme casier, et qui devraient être autriées, qui devraient être valorisées. Par exemple, on peut faire du compost avec le reste de ses repas. Pour encourager ce réflexe, un composteur collectif a été ainsi installé dans le centre de Montflanquin. À voir peut-être aussi bientôt dans les communes du Périgord. Voilà, une redevance incitative, est-ce l'avenir, Anne-Marie Roux ? Alors, si c'est une redevance incitative par rapport au poids, j'ai quelques difficultés à comprendre parce que les déchets que doivent remettre les usagers, ce ne sont pas eux qui produisent les emballages. Donc, on est un peu victime. Maintenant qu'il y ait un accompagnement des usagers pour faire du tri à la base, faire du compost, même chez soi, etc., encore dans nos villes qui sont semi-rurales ou encore rurales. Je trouve intéressant cette démarche. Faire payer au poids, je peux comprendre pour les ménages où ils sont très peu nombreux et ils considèrent qu'ils payent autant qu'un autre ménage qui consomme beaucoup plus. Mais je trouve que c'est très, très dangereux et nous sommes encore bien loin d'une bienveillance de la nature par chacun des usagers. L'une des actualités marquantes ces dernières semaines, c'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En fin de semaine, les députés ont examiné le projet de loi Notre-Dame. Le texte vise notamment à inciter les collectivités locales et les particuliers à participer à la restauration des bâtiments religieux. Un dispositif qui vient à point quand on voit la dégradation de certaines églises dans la région. Reportage en Corrèze. Chaque jour, le père Rissot accomplit les mêmes gestes.
pour illuminer la nef et le chœur. Mais même dans une cathédrale, les apparences peuvent être trompeuses. L'État a très bien fait son travail, mais depuis de nombreuses années, la sécurité incendie ne fonctionne pas et l'électricité est à revoir et à revisiter. Les budgets n'arrivent pas. À quelques encablures de là, le village d'Orniac-sur-Vézère ferait presque figure d'enfant gâté. De la nef, ouais. Et ça sera complètement... il y a des parties, des pièces de charpente qui ont besoin d'être changées. L'église romane est plantée là, au centre du bourg, des échafaudages sur sa façade, car les clochers, la toiture et le chœur vont être rénovés. Coût de l'opération 600 000 €. À ce jour, les dons ne dépassent pas les 12 000 €. C'est insuffisant. Il faut absolument qu'il y ait, qu'on arrive à 100 000 € de dons pour les 3 tranches. On en est loin aujourd'hui. Oui, on en est loin. Pendant ce temps-là, le père Rissot se bat toujours avec l'électricité. Bon, et ça ne fonctionne pas. Mais il y a plus grave encore. Sous les combles, le maître des lieux accepte de nous montrer ce qui l'inquiète réellement. Le problème, c'est que les capteurs ne fonctionnent pas. Et ça dure depuis des années. La question du risque incendie aujourd'hui n'est pas un risque moindre, nulle part. À voir d'ailleurs ce que l'État, ces dernières années, a promu en termes de capteurs dans les maisons. L'évêché a fait ses comptes. Il faudrait entre 250 000 à 300 000 € pour mettre en conformité le système électrique et la sécurité incendie. Pour le moment, les dons ne tombent pas du ciel. Les dons pour les bâtiments religieux, une priorité pour vous, Anne-Marie Roux? C'est un débat. C'est un débat, effectivement, sur le territoire français. C'est un débat important. Nous avons fait cet effort au niveau de la commune d'Izon, justement. Et, vous avez donné combien? Je n'ai plus la mémoire des chiffres, mais ça nous a tenu sur presque 3 mandats. Ah d'accord, sur une sur 2 mandats, bâtiment religieux. Sur 2 mandats et plusieurs budgets, effectivement. Si on reparle de Notre-Dame, je pense que tout le monde a été ému. Beaucoup d'émotions. Il me serait difficile aujourd'hui de demander d'utiliser les deniers publics pour faire un don pour Notre-Dame. Par contre, chaque usager, je pense, ou chaque administré est à même de pouvoir faire un don selon ses capacités d'ailleurs. Voilà. Nous passons à présent à cette affaire de petites boîtes de gâteaux, toutes deux représentant le célèbre Fort Boyard, toutes deux se ressemblant, et bien comme 2 gouttes d'eau. C'est l'instant web. Ça, c'est une boîte de mon concurrent. Donc on avait un litige. Et vous voyez, les consommateurs, là, ils l'ont reposée encore dans le rayon parce qu'elle ressemble énormément à nos boîtes. Pour moi, il n'en ressort pas grand-chose. Je les ai commercialisés avec des autorisations, donc je continue de les commercialiser comme si de rien n'était, puisque j'ai eu un jugement favorable. Voilà, on va se quitter sur ces images de championnat élite de France de canoë-kayak. C'était à Pau en cette fin de semaine et retransmis sur Noah. Le canoë-kayak sera d'ailleurs de nouveau à l'honneur sur notre chaîne à l'occasion des championnats d'Europe à Pau, toujours à partir du 31 mai et là aussi retransmis sur Noah. Anne-Marie Roux, merci d'avoir passé cette demi-heure d'information. C'est la tradition dans cette émission. Quelle image vous retiendrez de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine ? Je crois que cette semaine, on a beaucoup parlé avec le 1er mai des manifestations Gilets jaunes. Il y avait des appréhensions, des attentes, des observations d'ailleurs, et qui étaient en plus consécutives aux annonces du président Macron. Et donc, cette mobilisation, elle a remporté l'adhésion, cet appel à se mobiliser, du moins, selon vous ? En Aquitaine, il y a eu la mobilisation qu'on pouvait en attendre, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une mobilisation extraordinaire, et elle a été assez pacifiste, d'ailleurs. Voilà.
Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire d'Izon. Ainsi se termine 20h le rattrapage. On se retrouve samedi à la même heure pour un nouveau numéro. Passez d'ici là une excellente semaine. À bientôt.